Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut, D'un Mario. matin à l'autre, on n'en sort pas. Des têtes qui tombent. De nouvelles têtes qui pourraient tomber dans la suite de l'affaire Epstein? Pas qui ne pourrait tomber ou qui pourrait tomber, elle tombe. Et Elle ce sont tombe, bon. pas. Alors et c'est pas de petites pointures, encore une fois. D'abord, autour de Keir Starmer, le vide se fait. C'est le secrétaire du cabinet, Monsieur World Maid, qui est aussi, il faut le préciser, le premier fonctionnaire du pays, un peu comme le greffier du conseil privé chez nous. Donc, après le chef de cabinet, le directeur des communications, c'est le secrétaire du cabinet qui tombe. Alors, les raisons ne sont pas Mais précisées, mais compte tenu de tout ce qu'on sait. dans le système britannique comme le nôtre, il y a ce qu'on appelle le triangle du pouvoir, là. Le premier ministre, son chef de cabinet, le premier fonctionnaire. Ça, c'est le triangle, c'est la base du Alors, pouvoir. Fait que là, tu me le- dis, il les reste deux juste des le angles premier sont ministre. partis. Les deux autres sont morts au combat. Exactement. Hey, Les détails ne sont pas donnés, mais après les démissions successives du chef de cabinet et du directeur des communications, on peut penser qu'il y a peut-être un lien. C'est aussi la directrice des affaires juridiques chez Goldman Sachs qui annonce qu'elle prendra sa retraite anticipée, qu'elle va démissionner et ça sera effectif au mois de juin prochain. On a découvert que le jour où M. Epstein a été arrêté en 2019, le 6 juillet, les numéros de téléphone qu'il a composés dans les heures qui ont suivi son arrestation étaient entre autres celui de cette avocate qu'elle appelait dans certains de ses courriels oncle Jeffrey. Et puis, c'est l'ancien premier ministre de la Norvège qui a dirigé aussi le Conseil de l'Europe, qui a été le patron de l'Académie du prix Nobel, qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour corruption. Il avait une immunité diplomatique qui a été levée par le Conseil de l'Europe hier ou avant-hier. C'est donc dire que cette affaire n'en finit plus. bon. Ice qui se retire du Minnesota. Alors, c'est pas une grosse nouvelle parce que Tom Homan, depuis déjà quelques jours, sinon quelques semaines, donnait l'impression que l'administration était en train de rétro-pédaler, c'est officiel. La plupart des officiers fédéraux qui avaient été déployés au cours des dernières semaines vont se retirer, aller travailler ailleurs. Je rappelle que c'est beaucoup après la diffusion d'une vidéo virale d'un journaliste citoyen, Nick Shirley, le 26 décembre, que la pression avait soudainement augmenté. Il avait fait enquête dans la suite, dans la foulée de cette affaire de corruption qui implique la communauté somalienne au Minnesota et avait ajouté à ce qu'on savait déjà l'idée qu'il y a peut-être des réseaux de garderies fantômes bidons où il n'y avait pas d'enfants qui avaient été subventionnés, là aussi à la hauteur de dizaines, sinon de centaines de millions de dollars. La communauté MAGA, les mouvements conservateurs, s'étaient emparés de l'affaire le 26 décembre et comme par hasard, quelques jours plus tard, il y avait eu une augmentation de la présence des agents fédéraux au Minnesota. Je pense que le point de bascule dans cette affaire-là, c'est la mort de Alex Pretty, qui a été abattu à bout portant. Et depuis, on voit que l'administration est sur la défensive, mais ça s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où à minuit et une ce soir, le département de la Homeland Security, le ministère de l'Intérieur, n'aura plus de financement. On s'était entendu il y a 10 jours pour se donner 2 semaines de négociation. Il y a 6 grandes agences du gouvernement qui étaient en attente de financement. On s'est entendu sur 5 il y a quelques semaines, mais on disait, et les démocrates surtout, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas plus de visibilité sur la manière de procéder de la police de l'immigration, on ne financera pas. Il y a eu hier un vote au Sénat. Ça prenait 60 votes favorables pour que le dossier soit fermé et qu'on finance, parce que ça prenait une super majorité. Ce n'est pas arrivé. Tous les démocrates, sauf un, John Fetterman, ont voté pour qu'il n'y ait pas de financement au département de la sécurité intérieure. Un républicain était avec eux. Ça signifie, parce qu'ils sont en congé, les parlementaires, la semaine prochaine, que à moins d'un miracle et d'une entente de dernière minute entre la Maison-Blanche et les deux chambres, Chambre basse et le Sénat, il n'y aura pas de financement. Paradoxe, c'est que la police des frontières et ICE ont reçu des sommes considérables dans le Big Beautiful Bill qui a été adopté l'été dernier et qui fait que demain matin, ils n'ont pas besoin d'argent, ça leur sort par les oreilles, mais le département de la sécurité intérieure, c'est aussi la
police qui fait, ou les agents de sécurité qui inspectent dans les aéroports qui ne seront pas payés. Donc, ça pourrait signifier que certains seront moins tentés de se présenter au travail. Sur un horizon long, ça pourrait signifier de la congestion dans les aéroports. Mais c'est toute l'infrastructure de sécurité du territoire, la garde côtière aussi, qui est directement visée. Je ne sais pas si les démocrates pourront longtemps soutenir ce siège, mais ils disent qu'ils veulent des changements et on peut le comprendre parce que tu n'imagines pas une police qui opère en dehors des clous de la loi. Ce que veulent les démocrates et certains républicains, il faut le dire aussi, c'est que ces policiers de l'immigration portent des caméras, des bodycams, que leur matricule, leur nom soient bien visibles sur leur uniforme, qu'ils arrêtent d'être masqués, qu'on ne puisse plus entrer chez les gens sans mandat. En fait, il y a une dizaine de demandes. Est-ce qu'on arrivera à s'entendre sur tout? J'en doute, mais c'est évident qu'ils ne lâcheront pas le morceau, puis on peut le comprendre parce que ce sont des conditions normales. Mais le retrait de l'ICE du Minnesota, est-ce que dans l'esprit général de la politique de Trump, là, de déporter les illégaux, est-ce que ça affaiblit toute l'opération? Parce que là, je veux dire, quand il va rentrer dans d'autres États, est-ce qu'ils vont... Non? Non, je ne pense pas. Ceci étant dit, le total de ces opérations a permis d'arrêter 4 000 et peut-être un peu plus on est loin du 10 migrants millions. illégaux. On est très, très loin du compte officiel. Il y a des gens, par ailleurs, qui peuvent être simplement arrêtés sans qu'ils ne se défilent. Mais là, il parle aussi de criminels endurcis. C'est souvent ça aussi le prétexte. Un des enjeux, c'était d'avoir accès à des gens qui sont en prison au Minnesota et l'État ne collaborait pas. M. Homan dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, on n'a pas besoin de déployer autant d'effectifs. On verra si ça change, mais je pense que politiquement, ça devenait surtout très intenable. Il y a aussi aux États-Unis, toujours, fin des normes environnementales de l'EPA. Oui, c'est pas une petite affaire, c'était une des promesses fondamentales de Donald Trump qui disait on va faire l'abrogation de ce qu'on appelait en 2009 les endangerment findings ou les constats de mise en danger. On parle en fait de 6 gaz à effet de serre qui sont considérés évidemment comme dangereux pour la santé publique et aussi le bien-être actuel comme celui des générations futures. CO2, le méthane, c'est le cadre, le socle sur lequel repose tout le Clean Air Bill et c'est très contraignant, particulièrement pour les constructeurs automobiles. Concrètement, l'administration dit aujourd'hui ça va libérer le monde de l'entreprise, ça va aussi libérer des sommes considérables, des centaines de milliards de dollars, ça reste à voir. Est-ce que les constructeurs automobiles vont sauter sur l'occasion pour faire en sorte que leur auto soit davantage polluante, j'en doute, mais dans les faits, il n'y a plus rien qui l'empêcherait. Jusqu'à très récemment, la Californie était l'État qui donnait le là parce qu'on avait accepté à l'EPA que la Californie puisse avoir des standards qui n'étaient pas ceux du gouvernement fédéral. Et en l'occurrence, ils étaient souvent plus élevés. Ce qui fait que les constructeurs automobiles qui voulaient vendre des autos en Californie, puis c'est un des premiers marchés aux États-Unis, se conformaient d'abord aux standards de la Californie, ensuite à ceux de l'EPA. Mais Washington a vu venir l'affaire et a coupé les ailes à la Californie et à cette autorité qu'on acceptait de déléguer. Ça s'est fait il y a quelques mois à Washington parce que je pense qu'ils n'étaient pas innocents des risques. Et aujourd'hui, donc, c'est littéralement un nouveau monde. Toutes les entreprises, par ailleurs, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent. Il y a encore des réglementations. C'est aussi une accélération sur la production d'électricité au charbon. Pour l'instant, c'est 16%. Hier, avant-hier, l'industrie du charbon là, qui était en célébration, ils ont remis un trophée à M. Trump. Et tout ça. Je sais pas si tu as vu le plus grand charbonnier de l'histoire. Ce qui est incompréhensible. Mais excuse-moi, là-dessus, ce que je trouve beau, c'est que t'as une industrie des lobbyistes, puis ils offrent un trophée à Trump. Tu sais, mettons, tu dis un premier ministre ou un président ou un dirigeant normal, il se dirait, bon, ouais, on sait bien cave, il essaye de m'acheter avec un trophée, mais pas du tout. Le monsieur Trump jouit, puis il prend le trophée, puis t'as l'impression, là, il a la même attitude que nos Olympiens qui gagnent l'or, là, il est content. Mais puis, je te rappelais que la Fédération de football lui a aussi remis le prix de la paix après qu'il n'ait pas réussi à gagner celui qui est décerné par l'Académie Nobel. On lui a fait un prix sur mesure qui lui a été remis à Washington. Il n'y a pas moyen que M. Carney il fasse un trophée, un prix, une médaille, quelque chose, je sais meilleur pas. Meilleur ami du Canada.
la médaille d'or en termes d'amitié transfrontalière entre le Canada et les États-Unis. Mais ce qui est aberrant dans cette histoire de la réglementation environnementale, c'est qu'ils ne perdraient rien à faire une accélération vers une source propre d'énergie, mais dans sa bouche propre résonne avec sale. Je pense en particulier aux panneaux solaires qui coûtent aujourd'hui moins cher à déployer pour produire de l'électricité que l'électricité qu'on produit au charbon. Mais c'est antinomique, opposé à son discours sur le principe, mais en termes de bon sens, pas vraiment, dans un pays qui aura besoin de plus en plus d'électricité pour son virage d'intelligence artificielle, ça ne fait aucun sens. Mais bon, c'est burn, pas drill, baby drill, burn, baby burn, parce que c'est pour l'instant le charbon qu'on va faire brûler, en plus de continuer à forer, évidemment. Yeah. C'est drôle, je savais que cette nouvelle allait te titiller toi aussi. Moi, j'ai ouvert l'émission hier matin en me moquant un peu de ça, parce que la Banque du Vatican nous a fourni un index pour investir de façon catholique. Extraordinaire avec Morningstar, qui est une grande agence de notation et de recherche financière, comme Excellente, tu le sais. d'ailleurs. Peut-être pour que justement la Banque du Vatican se refasse une virginité, si tu me permets, parce que la Banque du Vatican doit certains de ses rendements à une fécondité qui n'était pas le fait du Saint-Esprit toujours. Mais de la mafia. Banque du Vatican qui exactement, qui est maculée de scandales. Et là, on essaie d'être vertueux et de faire en sorte qu'on puisse investir dans des fonds d'investissement qui auront reçu la bénédiction, non pas du pape, mais de Morningstar, qui va faire l'audit de ces fonds d'investissement pour s'assurer qu'ils répondent aux valeurs chrétiennes catholiques. Il y a un fonds européen, puis il y a un fonds États-Unis. Mm-hmm. Dans le fonds États-Unis, tu as vu, c'est quoi la première entreprise, là, sur la liste? Meta. Oui, exact. Meta. Je veux dire, moi, perso, là, je vais investir dans le pétrole. Je vais investir dans l'armement. Anytime. Je vais investir dans l'armement anytime. Pour moi, la pire, au niveau des valeurs, la pire entreprise sur Terre, c'est Meta, là. Je veux dire que le Vatican... Je comprends que on peut dire que ça pollue pas, quoi qu'aujourd'hui, les environnementalistes nous diraient la quantité de jus que ça pompe, le numérique, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça pollue. Oui, ça pollue énormément. Ça produit des gaz à effet de serre nécessairement par l'électricité. Il faut voir d'où vient cette électricité. Mais tu as raison. Tu mets ta conscience à distance quand tu investis dans de pareils véhicules. Apparemment, pour l'Église catholique, aucun souci, mais ça ressemble étrangement à du signal vertueux, je te dirais. Je ne suis pas sûr que comme bon catholique, que tu vas être assuré parce que Morningstar a donné sa bénédiction. Mais c'est le nouveau produit. C'est le nouveau produit. Amen l'argent surtout. Ah, OK. Bonne fin de semaine.